D'abord, ce roman, je ne pense pas qu'il soit très compliqué. Il est plutôt riche en informations. Il y a beaucoup d'informations, on apprend beaucoup de choses sur, d'abord, sur un certain nombre de livres très importants qui ont jalonné la pensée humaine depuis des siècles. Il décrit le monde d'aujourd'hui, qui est un monde, lui, compliqué. Et il traite plus particulièrement des menaces qui pèsent sur le monde, et elles sont nombreuses, ces menaces. Moi, je pense qu'il est à la portée de tout le monde, mais ça, c'est un conseil qu'il faut donner à tous les lecteurs, que je me donne moi-même, à moi-même. Il faut lire lentement. Pour bien profiter de ce livre, on va dire, il faut lire mes deux précédents livres, parce que ce roman fait partie d'une trilogie. J'ai commencé dans le premier texte de la trilogie, Gouverner au nom d'Allah. Donc je traite spécifiquement de la menace islamiste dans le monde, du terrorisme, et comment cette monstruosité est en train de se développer dans le monde, avec une stratégie, avec des moyens importants, des objectifs très précis, face à des populations qui restent globalement ignorantes et naïves, qui ne voient pas venir le danger, comme dans les années 30, on n'a pas vu venir le nazisme. Le deuxième, c'était 2084, qui reprend la démarche qu'a développée George Orwell dans les années 48. J'aborde aussi dans ce livre l'idée que l'islamisme qui s'y développe va faire comme le communisme, gouverner un jour le monde entier. C'est le deuxième texte. Et après, j'ai voulu être plus pratique parce que les deux premiers textes étaient des textes généraux. Et j'ai choisi deux exemples qui me paraissent très importants. C'est l'Allemagne et la France. En France, qui est un pays latin, qui a donc une façon de voir les choses qui lui est particulière. J'ai donc choisi ce pays parce qu'il est vraiment le point faible de l'islamisme en ce moment. D'abord parce qu'il y a des communautés musulmanes très importantes dans ce pays-là, mais plus que cela, c'est que la France a une relation historique colonisateur-colonisé avec beaucoup de pays musulmans. C'est le cas avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Et elle a une relation historique aussi très complexe avec les pays arabes du Golfe. Voilà. L'Allemagne est un cas particulier. L'Allemagne a toujours été une puissance impériale en Europe, jamais en dehors. Donc c'est un pays solide. C'est parce qu'il est solide qu'en fait il devient faible. En raison du fait que l'Allemagne, durant la Première Guerre mondiale et durant la Deuxième Guerre mondiale, a commis en Europe des atrocités inimaginables, notamment la Shoah. Et donc, l'Allemagne est dans un état perpétuel de culpabilisation. L'Allemagne a honte. Alors, elle ne dit rien. Les deux personnages que j'ai créés, Ute von Hebert et Elisabeth Potier en France, sont très emblématiques de leur pays. Ute est une femme très riche, l'héritière d'un empire financier et industriel. Ça représente bien l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays le plus puissant et le plus riche d'Europe, et c'est la 4e puissance mondiale. Donc j'avais besoin d'un personnage qui, voilà. Et dans une ville qui est une ville de riches. Et en France, j'ai choisi une personne qui est emblématique de la France. La France est un pays
Plutôt pauvre, hein. La France est riche, mais les Français sont pauvres. C'est un pays de fonctionnaires. La France, depuis Napoléon, a été surtout faite par des fonctionnaires. C'était bien pour moi de prendre un professeur de lycée. Ça représente bien pour moi la France. Et de la mettre dans une banlieue, parce que la France souffre en ce moment beaucoup, beaucoup de ces banlieues. Elles sont très nombreuses en France, elles sont plusieurs milliers. On retrouve tous les problèmes qui se posent à la France, l'émigration, l'islamisme, les trafics, les clandestins, qui sont en rupture avec l'ordre républicain français. Voilà, donc j'avais mes deux villes, mes deux personnages, et puis pour moi c'était intéressant de raconter leur histoire personnelle. Comment est-elle devenue riche? Comment l'Allemagne est-elle devenue riche? Par l'émigration. Tous ces Allemands qui sont partis aux États-Unis, en Afrique du Sud, et qui ont construit des empires financiers. Et la France, comment est-elle devenue ce pays riche, mais aussi très malheureux? C'est par la colonisation. J'ai voulu que ce soit uniquement des personnages féminins, parce que je crois qu'à l'avenir, c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un passage on va dire, du patriarcat au matriarcat. Ce sont de plus en plus des femmes qui prennent des responsabilités. L'Allemagne, Merkel, les ministres, chefs d'entreprise, de grands savants. Et puis il y a cette question qui traverse tous mes romans, et donc y compris celui-ci, c'est la question de la transmission. Nous avons le devoir de transmettre à nos enfants la culture du pays, la langue du pays, l'histoire du pays, et tout ce qu'on sait d'une manière générale, de le transmettre à nos enfants. Parce que plus on transmet des choses à nos enfants, mieux ils seront armés pour affronter la vie demain. Ce que, hélas, on fait de moins en moins. Ils confient ça, dans le meilleur des cas, à l'école, mais de plus en plus à des institutions qui sont dangereuses. Quand on confie la transmission de la culture, de la langue, de la religion à des imams fous, on ne sait pas ce qu'ils leur transmettent. Ou dans la rue, laisser la rue, ou la télévision, ou Internet, transmettre à notre place, sans contrôle, c'est très dangereux. Les moyens de transport sont très importants dans la vie d'une société. C'est un élément de lien très important dans les civilisations, mais en même temps, c'est aussi quelque chose de dangereux. L'histoire nous a montré que ça pouvait être très dangereux. Ça permettait de déporter des gens, ça permet de coloniser des pays. Ces moyens de transport, c'est à la fois ce qui permet de fuir le danger, mais c'est aussi la chose qui ramène le malheur. Hein. Alors, donc, en l'occurrence à Erlingen, la population qui a peur, qui voit un ennemi partout, mais sans pouvoir dire l'ennemi c'est ça, donc on ne sait pas comment le combattre, et on appelle au secours. On appelle au secours le gouverneur pour lui dire on est encerclé, qu'est-ce qui se passe, il faut nous sauver. Et donc le gouverneur, il dit je vous envoie un train pour vous sauver. Mais alors, le train vient pour les sauver, mais le fait de prendre les gens d'un endroit à un autre, c'est aussi les déporter. Et on ne sait pas qu'est-ce qui les attend à l'arrivée, parce que peut-être que la ville a été gagnée par l'ennemi. Cette héroïne, Ute von Ebert, elle dit à la population, ne partez pas, il faut défendre votre pays, il faut défendre votre ville.
On n'a pas besoin de train, on reste et on se défend. En France, face au danger, on appelle, ça c'est très français, on appelle l'État. Parce que l'État, c'est le garant de tout, et on se déresponsabilise en confiant à l'État la tâche de... Mais l'État ne peut pas tout faire, donc généralement il ne fait rien. Il abandonne les gens à leur sort. C'est le cas des banlieues qui, depuis 40 ans, l'État, tout le monde dit mais les banlieues, il faut faire attention, il faut les sauver. Déléguer sa responsabilité à d'autres, c'est pas un signe de maturité. Ça, que les enfants appellent maman et appellent papa, ça c'est normal, c'est des petits-enfants. Il faut se prendre en charge soi-même. Et pour revenir donc aux questions très générales, nous sommes tous dans ce cadre-là aujourd'hui. Tout le monde compte sur, je ne sais pas quoi, on compte sur l'ONU, on compte sur l'OTAN, on compte sur les voisins, alors que, comme dit un proverbe français, qui n'est pas français, qui est universel, qui est en fait dans la Bible, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je traite de beaucoup de sujets dans ce livre, les menaces de toutes sortes, l'évolution du monde qui n'est pas celle que l'on aurait voulu voir. Le monde est dangereux, il y a des injustices, il y a toutes les folies du monde qui sont là. Alors, je pouvais en parler, moi, à ma manière, mais je me suis dit, il y a des auteurs qui ont déjà traité ces sujets, et ils l'ont fait beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Ce sont Kafka a parlé de la métamorphose des choses et du monde d'une manière, dans un petit texte de rien du tout, mais c'est tellement génial qu'on ne peut rien ajouter de plus. Il faut juste faire référence à Kafka. Donc, la question des métamorphoses, on a l'impression que les choses évoluent. Tout le monde parle d'évolution. La vie n'évolue pas comme ça. La vie évolue d'une manière par des métamorphoses et des accidents qui sont toujours douloureux. C'est comme dans une famille, on est là, tranquille, on évolue, les jours passent, et puis patatras, l'accident, tremblement de terre, toute la famille meurt. C'est pas une évolution, ça, c'est une métamorphose, une catastrophe. Et le monde, aujourd'hui, évolue de cette manière-là. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça renvoie à ces livres mythiques qui configurent les mentalités humaines. Par exemple la Bible. La Bible n'existait pas. Elle a existé 3 siècles après Jésus. Donc on a vécu sur quelque chose qui n'existait pas. L'islam, c'est pareil. Le Coran a été écrit 3 siècles après le prophète Mahomet, et on ne sait pas s'il a existé. Dans ce roman aussi, je rappelle que la mentalité humaine n'est pas seulement construite par des institutions officielles, mais aussi par ce genre d'ouvrage très mystérieux, et donc... Il y a des gens qui ont développé des pensées super importantes et qui ont disparu de la circulation. Qui a inspiré Rousseau et presque tous les humanistes du 19e siècle? C'est David-Henri Thoreau. C'était quelqu'un qui a beaucoup lutté contre l'esclavage. L'esclavage est un problème aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas de l'esclavage à l'ancienne, mais l'esclavage industriel, etc., etc. L'esclavage sexuel, d'autres formes d'esclavage. Hein, et lui, il a pris conscience de ça à son époque. Il a tout quitté, il est parti vivre dans la forêt, il a construit sa maison, et
Et il a écrit beaucoup de choses très, très intéressantes qui, à cette époque, ont été des découvertes extraordinaires. Ces livres sont arrivés en Angleterre, en France, en Allemagne. C'était formidable. Il est le premier à avoir parlé de l'écologie. C'est-à-dire qu'il disait le futur danger, le danger à venir pour l'humanité, c'est qu'on détruit notre habitat. Tout ce qui existe dans l'univers, absolument tout, est une création de la pensée humaine. Dieu est une création. Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne peut dire, voilà, apporter la preuve, la démonstration de la chose. Puis on a vite compris que c'est nous qui avons créé ça parce qu'on a besoin à partir du moment où les hommes vivent ensemble, ils ont besoin de s'inventer des choses et qui ordonnent leur vie, qui l'organisent. Donc on a tout inventé, quoi. Y compris l'univers. Les physiciens savent très bien que l'univers n'existe pas, que la matière n'existe pas. L'univers couvre absolument tout. Et on dit, mais après, qu'est-ce qu'il y a? On est toujours dans cette idée de dire, et après? Et après? Et donc, on peut supposer qu'au bout, du bout, quand on a tout relativisé, qu'il y a quelque chose au bout, on ne saura pas relativiser. Mais les religieux, ou des gens plutôt mal intentionnés, se sont emparés de cette idée et ont fait d'un Dieu voilà, un super roi, un juge, quelque chose de très antipathique, quoi. Donc la société n'a besoin que de vérités relatives pour sa propre sécurité, pour sa propre stabilité. C'est suffisant pour travailler, produire, manger, vivre et mourir dignement. Mais l'être humain est aussi un philosophe. Il a besoin de savoir que ces relativités viennent d'où. Est-ce qu'il n'y a pas des vérités absolues? Bon, voilà. Et donc, intellectuellement, il faut y penser.